Tac, d'ailleurs, il y en a un qui est posé là. Déjà au temps de l'Antiquité, les perroquets étaient capturés et envoyés vers l'Europe. Mis en cage pour leur capacité à imiter des mots ou des phrases entières et capables de les replacer au bon moment. Une intelligence qui, paradoxalement, menace leur survie. Chaque année, des dizaines de milliers de perroquets sont exportés illégalement vers l'Europe. Si on veut donner des chiffres, en gros, ce qui est saisi chaque année dans des aéroports en Europe, c'est plus ou moins de l'ordre de 100 000. Et on estime qu'ici, du Congo, c'est le deuxième exportateur, avec 46% quand même des exportations. Et les plus grands importateurs, c'est les Pays-Bas et la Belgique et l'Afrique du Sud. Si ce dortoir à perroquets est préservé, c'est qu'il se situe au cœur même des mangroves et que l'accès à ces îles est particulièrement difficile. En réalité, ce ne sont même pas de véritables îles. Il n'y a pas un centimètre carré de terre en surface. Ce sont uniquement des arbres qui poussent sur l'eau. Pour y accéder, il faut se glisser entre des racines qui tombent du ciel. Ces arbres ont trouvé des stratégies pour conquérir le milieu aquatique. Un territoire hostile pour ces végétaux, car la teneur en sel dans l'eau est très importante. Entre le fleuve et l'océan, les mangroves sont aussi un refuge, une barrière protectrice. Ici, on va rentrer dans une de ces fameuses cages formées par les racines des mangroves, des palétuviers, pour être exact. Donc les poissons viennent frayer, les alevins sont ainsi protégés des prédateurs. Alors les racines, ils sont projetées par le tronc depuis la plante. Donc il y a un tronc qui est, on va dire, la plante mère initiale. Et elle projette des racines adventives, des racines aériennes, vraiment comme des échasses pour se maintenir aussi, pour bien s'ancrer, puisque en fait, au départ, il n'y a pas vraiment de sol. Donc tu as une plante qui va tomber et qui va commencer à donner naissance à un arbre. Et cette espèce-ci, notamment, est une espèce qui conquiert de nouveaux endroits, une espèce pionnière. Mais partout sur la planète, la plupart des mangroves ont été rasées ou détruites les dernières décennies. Le risque est grand de le regretter un jour, car les mangroves constituent une protection naturelle contre les grandes marées ou d'éventuels tsunamis. La destruction des mangroves entraîne aussi un plus grand risque de pénétration d'une grande vague à l'intérieur des terres. Donc maintenir une mangrove en bonne santé, c'est aussi se protéger contre ce genre d'événement. Dans cette cathédrale végétale, difficile de sortir des canoës. Mais notre biologiste aventurière est aussi une ancienne championne d'escalade. Elle a repéré un endroit propice pour aller installer un piège photo. À plusieurs mètres de haut, cette branche semble fréquentée par des animaux. J'essaye d'avoir des photos des animaux. Donc ce sont des pièges photos. C'est des appareils photos qui déclenchent au passage de ce qui passe devant. Donc, ça peut être un animal, on espère la plupart du temps. Et en gros, ça fonctionne comment? Tu peux mettre, tu as des vidéos et des photos qui se déclenchent. Et donc, tu peux faire des photos, la journée elles seront en couleur, et la nuit elles seront en noir et blanc. Donc même la nuit, tu as les animaux qui peuvent passer. En restant en place quelques jours, voire quelques semaines, les pièges vont révéler la présence d'animaux difficiles à apercevoir. Une fois ces pièges installés, Anne continue sa route sur les petits chenaux. À certains endroits, la terre commence à s'accumuler et à créer de véritables îlots. Les berges abritent des animaux étonnants qui semblent à un stade intermédiaire de l'évolution. Les périophthalmus ou poissons-grenouilles sont capables de sortir de l'eau. C'est un poisson qui marche sur ses nageoires pectorales, qui marche hors de l'eau, qui peut passer beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Parce que de nouveau, il vit dans un environnement hostile, mais ils ont développé des adaptations physiologiques assez impressionnantes.
Ils doivent échapper à un prédateur, par exemple, quand ils sont dans l'eau, eh bien ils vont vraiment faire un peu comme les poissons volants en fait, à part que là, ils sautent vraiment par petits bonds sur l'eau. Aussi, ils creusent des terriers. Déjà un poisson qui creuse un terrier, c'est pas très classique. Et il le creuse et il a cette faculté de pouvoir stocker de l'oxygène dans sa bouche et d'amener cette bulle d'oxygène dans son terrier pour pouvoir à marée haute encore profiter de l'oxygène. Ça permet aussi, quand ils ont des œufs, de les maintenir en fait avec un certain niveau d'oxygène. Parce que ces bousilles en fait de mangrove sont totalement, quasi anoxiques, quoi. C'est plein de soufre. À côté de ces étranges poissons, vivent des crabes aux couleurs étonnantes. Ils sont des milliers à arpenter les berges. À première vue, le spectacle est même un peu inquiétant. Pourtant, ils se contentent la plupart du temps de filtrer le sable pour ne manger que des micro-organismes. Si tu vois, ils sont très actifs là pour le moment. Ils sont un peu détritifage, donc ils vont prendre la boue, le sable, et ils vont amener ça à leur bouche, ils filtrent, ils ramènent les particules et ils recrachent des petites boulettes de sable. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils trouvent un tout petit peu de choses à manger. Ouais. Ce qu'on appelle... donc tu as des détritus, en fait, de la matière organique qui s'est déposée ici à chaque marée haute. On pourrait appeler ça du microphytobenthos, en termes très scientifiques. Mais bon, c'est tout ce qui se dépose au fond quand tu as une marée, enfin quand tu as l'eau au-dessus, et puis quand elle se retire, tout ça est laissé là. Et donc là, ils font le tri, quoi. Quelques jours plus tard, à la paillote qui lui sert de bureau, Anne branche les pièges photos qu'elle a récupérés. Les placer au bon endroit est extrêmement difficile, mais les résultats peuvent révéler des animaux qu'on voit rarement d'aussi près dans la végétation dense des mangroves. Les pièges photos nous aident à étudier des animaux que l'on ne voit pas nécessairement ou qu'on voit de loin mais jamais de près. Donc en plaçant les pièges photos dans des endroits où ils passent, il y a forte chance qu'on ait l'animal en train de faire un sourire à la caméra. Sur les derniers mois, il y a eu le singe, un singe qu'on avait déjà vu et qu'on voit de manière furtive quand on se déplace, mais qu'on n'avait jamais vu de près. Donc ce singe, c'est un Cercopithèque ascagne. Et puis il y a le vautour, un vautour palmiste, qui est très abondant ici, mais qui est protégé par la loi congolaise. Une bien belle moisson, mais c'est un piège tourné vers l'eau qui va révéler les images les plus exceptionnelles, bien qu'il faille les décrypter. Ce mouvement furtif, c'est celui d'un lamantin qui vient respirer en surface. Un mammifère marin qui vit dans ces eaux tellement troubles qu'on ignore à peu près tout de cette espèce. Des images fugaces qui devront être confirmées pour certifier la présence des lamantins au parc marin des mangroves. Le bureau de Anne est basé sur une île entièrement recouverte de coquillages. Ils sont tellement nombreux qu'ils rehaussent le niveau du sol, tapissé de ces coques nacrées. C'est le fruit d'une longue tradition. Les coquillages sont bouillis, puis ouverts, enfilés sur des brochettes et amenés au marché voisin avant d'être vendus pour quelques francs congolais. Cette pêche est pourtant un travail de forçat. Chaque matin sur le fleuve, les pêcheurs, et surtout les pêcheuses, car c'est plutôt une activité de femmes, plongent à plusieurs mètres de fond, dans un courant fort et une eau boueuse sans visibilité, pour remonter ces coquillages, source de revenus pour les rares habitants du coin. Les habitants des mangroves ne craignent pas pendant la pêche les crocodiles. Ils se méfient en revanche des derniers hippopotames. Fini les canoës gonflables, trop dangereux. Notre embarcation a changé. Car même en restant à distance, notre guide, Louis Ngueli, réputé dangereux et imprévisible, les hippopotames sont craints.
et le nom du grand mâle n'inspire pas la confiance. On est sur le secteur avec les tout derniers hippopotames du parc marin des mangroves. Il serait encore 4 ou 5. On en voit au moins 2 qui passent de temps en temps la tête. Et donc on peut les observer très très furtivement. Ils montent, ils descendent, ils viennent prendre de l'air à la surface avant de replonger. Ça c'est pour la bonne nouvelle, c'est une belle observation. La mauvaise nouvelle, c'est que le mâle du groupe s'appelle Rambo. Et ce surnom lui a été donné pour son attitude assez agressive envers les pêcheurs, les pirogues et les barques. Bon, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on le voit vraiment sortir et rentrer dans le même axe que les pétroliers. Il y a des gros bateaux remplis de pétrole qui circulent. Ça représente bien la vie du fleuve, la vie commerciale du fleuve. Et puis juste devant, ces hippopotames qui représentent les derniers aspects naturels de ce fleuve, les derniers animaux de cet endroit. Plus loin, la patrouille tombe nez à nez avec une barque chargée de bois qui semble avoir été coupée illégalement. Un dialogue musclé s'engage, machette à la main. L'homme n'est pas arrêté, mais condamné à jeter le bois qu'il a coupé. D'après lui, il s'agit de bois mort, qui ne vient pas de la mangrove et qu'il est permis de ramasser. Mais il y a un test sans appel. Le bois de la mangrove est extrêmement dense. S'il est jeté à l'eau, il coule. Ce qui est bien le cas cette fois-ci. Mais les arrestations sont peu nombreuses. Et les voleurs de bois rarement arrêtés. Les gardes ne sont que quelques-uns pour protéger cet immense territoire. À cette époque de l'année, les gardes travaillent sans relâche. Après les patrouilles de jour, José Matondo et ses équipes enchaînent pour parcourir toutes les nuits les plages du littoral congolais. Il est long d'à peine plus de 30 km, mais réserve bien des surprises. Ok, on a trouvé les œufs. La tortille, quand elle pond, elle cache ses œufs. C'est pourquoi, après avoir pondu, parce que la tortille fait ça, elle pond ici. Mais elle part aussi de l'autre côté pour aller masquer un peu. Par équipe de 3, les gardes marchent toute la nuit pour repérer des traces à peine visibles dans le sable. Les œufs se trouvent à une trentaine de centimètres de profondeur. Nous avons pris ça comme ça. Nous allons aussi les poser comme ça. Et lorsque vous allez transplanter aussi les œufs, on prend ça même position. On les retourne à la même position. Vous ne pouvez pas prendre les œufs comme ça et vous tournez comme ça. Ça ne va pas. Donc que les œufs restent intacts, immobiles là-bas. Les œufs sont placés dans un seau et transférés vers une écloserie pour éviter tout braconnage. Jusqu'au petit matin, les patrouilles ramènent des centaines d'œufs à l'écloserie. Ils vont les enterrer exactement comme ils les ont trouvés. Et ainsi les protéger des prédateurs rats et crabes et des hommes avec leurs constructions parfois trop envahissantes. On va déterrer les œufs là-bas et venir mettre ça ici pour la protection. Comme il y a des gardes ici, les braconniers, les gens ne peuvent pas venir ici prendre les œufs. Et par là, on va les arrêter. Et quand les bébés vont sortir, on prend les œufs, on les fait retourner à l'océan. Ici, les œufs sont aussi à l'abri des marées, car les constructions, parfois illégales, empiètent tellement sur la plage que les tortues n'ont plus de place où pondre. Trop proche de la mer, la ponte risque d'être noyée. En venant pondre, ces géantes à carapace sont aussi menacées par les filets de pêche aux mailles trop serrées. Les plages surfréquentées ne facilitent pas non plus la vie des quelques tortues qui s'y aventurent de jour. Cette tortue olivâtre a été surprise par l'arrivée du soleil. Mais heureusement pour elle, ce sont les gardes qui l'ont trouvée. Ils en profitent pour la mesurer, l'inspecter. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est prise. Donc ici, particulier,
plastron cassé. C'était un tortue qui était attrapé par le filet. Et c'est pourquoi elle a une blessure ici. Vous voyez comment ça fait, comment ça bouge lentement. Ça. Mais il était attrapé par les braconniers et ils ont voulu tuer ça. Mais la tortue a échappé. Je sais que la tortue a échappé parce que rien à faire, ça ne peut pas faire comme ça. Les tortues ont un autre ennemi, le plastique. Elles confondent les déchets avec les méduses dont elles raffolent. Ingurgiter du plastique les met en danger de mort. Et des déchets, il y en a beaucoup. Et ici, nous récoltons dans des 120 sacs par mois. Au bout d'un fleuve de plus de 4500 km de long, les plages du delta du Congo reçoivent des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Ça vient du Congo-Brazza, ça vient de Kinshasa, ça vient de Boma, ça vient de Matadi, et ainsi vers Kimwabila. Malgré cette triste récolte, les plages congolaises restent exceptionnelles pour les tortues. 5 des 7 espèces marines de la planète viennent pondre ici et toutes sont menacées. Une cinquantaine de jours après avoir été enterrées, les œufs de la tortue olivâtre ont éclos pendant la nuit. Chaque matin, au soleil ou sous la pluie, l'opération se répète. Les petites tortues d'à peine quelques centimètres sont conduites à l'océan par les gardes. Grâce à cette aide, elles ont déjà évité les prédateurs des plages, oiseaux et crabes. Minuscules face à l'océan, la lutte pour la survie va être terrible. Seule 1 sur 100 environ atteindra l'âge adulte. Une fois à l'eau, elles ne toucheront plus terre pendant des années, jusqu'à revenir pondre à leur tour sur les plages qui les ont vues naître. Au large, elles croiseront certainement ces grandes plateformes pétrolières. Le risque d'accident n'est bien entendu pas nul. Mais la société d'extraction laisse à nos caméras la possibilité de visiter toutes ces installations, sans qu'on puisse y déceler la moindre pollution visible a priori. L'entreprise possède aussi des puits sur terre, et les ONG locales dénoncent l'enfouissement de déchets polluants, le manque de redistribution des richesses et les dangers environnementaux. Mais aidé financièrement par les pétroliers, le directeur du parc des mangroves assure lui que le danger d'une marée noire est assez faible. Au niveau du parc marin des mangroves, il n'y a pas d'exploitation pétrolière. L'exploitation pétrolière se fait aux alentours. Elle n'est pas éloignée évidemment, mais elle ne se trouve pas dans le parc marin des mangroves. Donc le parc est préservé de la pollution au pétrole brut. Son plus gros reproche, c'est l'afflux de population lié au pétrole. Des dizaines de milliers de personnes ont été attirées dans la région dans l'espoir d'un travail. Et elles font désormais pression sur les mangroves. Davantage qu'un risque de pollution, ils redoutent aussi que le parc ne soit déclassé par les autorités et envahi par des constructions sur les plages. Elles sont déjà de plus en plus nombreuses. Plus un mètre carré de sable n'est totalement à l'abri des grandes marées. Notre expédition sur le fleuve Congo touche à sa fin. Mais une aventure exceptionnelle nous attend encore. Alors que la plupart des habitants et des observateurs doutaient même de leur existence, plusieurs lamentins ont été confisqués vivants. Saisis par les gardes, ces animaux inconnus de la science ont été abrités dans ce bassin et attendent d'être remis en liberté.
Avant celle que vous voyez, il n'existait pratiquement aucune image de ces animaux dans le fleuve Congo. La rumeur populaire voulait même qu'ils aient disparu. Une espèce qui avait pourtant inspiré bien des légendes. La famille à laquelle appartiennent les lamentins sont les Sirénidés. Donc un peu la légende des sirènes viendrait notamment de ces animaux. Quand ils sortent de l'eau, quand les femelles en particulier sortent de l'eau avec de la végétation sur la tête, comme ça, on avait l'impression que c'était des femmes. Et puis comme elles ont une poitrine, bah forcément, on pensait que c'était des femmes poissons, quoi. Ce jour-là, il faut presque une dizaine d'hommes pour sortir les plus grands. L'épreuve est rude pour les animaux, mais pour la scientifique, c'est aussi une aubaine. Ici, comme il est déjà blessé par les filets, je prends juste un peu de peau. Comme ça, on va le nettoyer, voilà, c'est une bonne idée. Leurs corps sont parcourus de cicatrices. Ils ont été pris dans des filets, capturés par des pêcheurs qui les braconnent pour vendre leur viande. 48. 128. Mais ceux-ci vont pouvoir être relâchés. La brève captivité de ces lamentins va permettre à la scientifique d'avoir la chance unique de les voir de près, de les étudier, les mesurer, faire des prélèvements pour analyse. Comme ce sont des mammifères marins, ils n'auront pas de mal à respirer hors de l'eau. Par contre, la chaleur et le manque d'humidité risquent de les tuer rapidement. Son souffle est chaud. Sans perdre de temps, ils sont embarqués. Et pendant tout le trajet, les gardes vont devoir les arroser continuellement. Puis finalement, à l'endroit même où ils ont été pris, en quelques secondes, c'est la remise à l'eau, avec l'espoir de ne plus jamais les revoir prisonniers. Sirènes du fleuve, îles de coquillages, tortues qui courent vers l'eau, poissons qui en sortent et marchent sur terre, crabes violonistes par milliers. Nous voici au terme d'une aventure et de découvertes fantastiques dans un milieu aussi beau que fragile, les mangroves. C'est ici que se terminent nos aventures et notre découverte des mangroves du fleuve Congo, un milieu exceptionnel, mais aussi particulièrement fragile. On estime qu'au niveau planétaire, de 30 à 50% des mangroves ont disparu ces 50 dernières années sous l'action des hommes. Et à ce moment-là, les scientifiques estiment que malheureusement, avant la fin de ce siècle, il n'y aura plus une seule mangrove sur Terre. Vous trouverez beaucoup de compléments d'informations à ce sujet et des making-of de nos émissions sur notre site internet et notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et avec toute l'équipe du Jardin Extraordinaire, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Bon. Donc nous avons suivi le bassin du Congo. Le bassin du Congo est en voie de disparition avec les voleurs des bois. Les Occidentaux 666. Donc il y a la France, hein, la France. Et il y a toute l'Europe. Et les États-Unis. Et la Chine. Grands voleurs. Quand nous allons libérer le Congo RDC, le Congo Brazzaville, toute l'Afrique, nous allons chasser toutes les ambassades françaises et toutes les ambassades européennes. Allez, dégagez de l'Afrique. Ainsi que la Chine, dégagez de l'Afrique. Nous allons travailler avec les Russes et d'autres. Ça va être comme ça.
Parce que vous êtes des voleurs. Le message est clair. Nous allons... Oh là 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 là. Regardez même avec la pollution en Europe. Il y a trop de pollution. On fait que tousser. Hein? Non. Parce que déforestation chez nous. Ils coupent les arbres. Ils volent tout. Ils sont soutenus par leurs petits préfets qu'ils ont nommés. Les voleurs, les dictateurs. Non. Non. C'est incroyable. In the illegal logging in the Congo Basin. According to a report by Greenpeace, every approximately 3 million cubic meters of timber. An environmental protection group has accused China of being the main player in the illegal logging in the Congo Basin. According to a report by Greenpeace, every approximately 3 million cubic meters of timber leave the Congo Basin to China's cities, with considerable amounts resulting from illegal logging. This practice, which is contrary to the applicable standards of protection, is made possible by the absence of China's legislation banning the import of illegal timber, the report adds. Greenpeace believes that the Asian country has a means to end this practice, which poses a serious threat to the second largest forest basin in the world. China imports 75% of Africa's wood production. Voilà. Vous voyez? Est-ce que nous, on peut aller en Chine et se mettre à couper les arbres en Chine? Est-ce qu'on peut le faire? Hein? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut aller aux États-Unis et couper les arbres? Hein? Non. Mais chez nous, ils viennent. Hein? Chez nous, ils viennent et ils coupent. Hein? Ils volent nos bois. Et ils sont contents. Hein? Et les Congolais restent dans la misère. Il y a des femmes prisonnières dans des hôpitaux. Parce que elles ont mis au monde, leurs maris n'ont pas d'argent. Et l'hôpital a besoin de 200-300 $. Imaginez. Et les Chinois coupent les arbres. Hein? Les Occidentaux coupent les arbres. Mais où va l'argent? Où va l'argent des Congolais? Non, peuple congolais, il faut la révolution. Le feu! Allumez le feu, comme Johnny Hallyday a dit. Peuple gabonais, allumez le feu au Gabon. Il faut terminer avec les dictateurs. Il faut allumer le feu. Non. C'est incroyable. Tout, ils volent, ils volent, ils volent. Non. Voilà. On va suivre. Déforestation au bassin du Congo. Des voleurs des bois. Voilà. C'est parti. Non. C'est incroyable. Ce qu'il vient de faire, c'est un signal pour informer à tout le monde. Peut-être que les gens nous ont suivis, parce que c'est très bien passé. Hello. You don't come there. I'll put the volume down.
Un peu de volume d'un calme. Ok. Thank you very much. Juste midi. Thank you. Thank you. That close, look, still have a little. Voilà. Donc, déforestation, ils volent les arbres, hein? Ils font ce qu'ils veulent chez nous et ils sont contents. Ils sont contents. Ils volent, ils prennent ce qu'ils veulent et ça leur fait plaisir. Non, le bassin du Congo en danger. Mais ça on l'a vu, non? Pourquoi il remet la vidéo là si on a vu ça? Une protection naturelle contre les grands. Attendez, excusez-moi. Hein? Étranges poissons vivent des crabes aux couleurs étonnantes et basés sur une peste sans appel. Le bois de la mangrove est extrêmement dense. Ouais, j'avais raison, on a vu ça. On va pas resuivre toujours le même truc. Il y a pas mal, il y a pas mal. Sirène du fleuve, île de coquillages, tortue qui court vers le... Voilà pourquoi, quand ils nous voient partir de l'Afrique, ils sont contents. Hein? Ils sont contents. Ils disent, les Africains, ils partent. Hein? Et après, les Blancs viennent remplacer. Ah non. The African rainforest, deep in the heart of the continent, is the second largest in the world. 90% of it is still pygmies and several other pygmy communities. But this land is threatened by deforestation. If logging continues, discharging billions and billions of tons of carbon into the atmosphere, causing further... And you hear that? You really hear. Congo is very, very important. Listen to what they will say. The African rainforest, deep in the heart of the continent, is the second largest in the world. 90% of it is still untouched, and it hosts numerous species of endemic plants and animals. It is also home to the Mbuti pygmies and several other pygmy communities. Pygmies, people, but this land is threatened by deforestation. They live in the forest. If logging continues at the present rate, half of the rainforest in the Congo Basin will be gone in 50 years, discharging billions and billions of tons of carbon into the atmosphere, causing further climate change. But there is still time to save the home to Mbuti pygmies if we put solutions. They don't have technology, don't they? No, they live in the forest. They don't have no clothes. The clothes they put is the finger for the trees. Voilà, nous avons suivi. Donc, déforestation, hein? Le bassin du Congo. Le bassin du Congo. Hein? Les Blancs veulent tout voler chez nous. Mais maintenant, nous sommes très intelligents. Nous, on va en finir avec leur jeu. On va en finir avec leur jeu. Là, maintenant, on va voir le bassin du Congo toujours. Hein? Voilà.
Bassin du Congo. Bassin du Congo. Bassin du Congo. I'm born in Congo. I'm born in Congo. Mister, where you born? Where you born? Where are you born? In Congo. I'm born in Congo, and my grandfather is in Bob Marley. And he sing Africa Unite. Déforestation. Est un acte. Voilà. Voilà. La déforestation. Put the thing properly done. Look.
nous avons suivi le bassin du Congo. Donc, les gens, ils veulent faire quoi? Ils veulent voler. Voler tout chez nous. Oui. Voler. Mais nous disons non. Le bassin du Congo appartient au peuple Congo. Le bassin du Congo appartient au peuple gabonais. Le bassin du Congo appartient au peuple centrafricain. Le bassin du Congo appartient au peuple du Congo-Brazzaville. Le bassin du Congo appartient au peuple du Congo-RDC. Et le bassin du Congo appartient à tout le peuple d'Afrique. Nous devons chasser les voleurs chez nous en Afrique. Ah oui, ah oui. Il faut commencer à les dégager de nos terres. Nous allons suivre. Les voleurs, comment ils volent le bois chez nous en Afrique. C'est parti. Voilà. C'est parti. Congo River for us is a blessing of God. This river gives us development, transportation. We take the fish to eat, take the water to drink. Our life is on this river. The Congo represents the world's second largest watershed, the most pristine tropical rainforest left in the world. Current estimates about 1% deforested, so it's a much more pristine system than the Amazon, the Orinoco and most of the tropical rivers. And so we've got a unique opportunity right now to examine what's going on, then to see how this changes into the future. Just like when a person goes to a doctor to get a physical and the doctor takes a blood sample and analyzes the blood to learn something about the health of the person, we do a really similar thing on rivers. We're collecting water and measuring the chemical composition of that water, and that can tell us something about the health of the Congo River and its tributaries. So we're interested in different watershed types, savanna or grassland, rainforest or swamp forest. We've also sampled tributaries that have differing degrees of disturbance, like logging. And we're interested in how deforestation influences the chemistry of the rivers, and what the chemistry of the rivers then can also tell us about what may be happening in the watershed. Trying to take a good, clean, scientific sample here can be a challenge. We've had to sample sites where we've had military presence, usually armed, in fact always armed. Every evening we set up a mosquito net over the bed. These mosquitoes carry a whole host of tropical diseases. To access a lot of these rivers we've had to go with small boats down very, very small rivers where, as you sit in your wooden pirogue, which is about as wide as you, the river is about as wide as the pirogue. You have branches smacking you in the face, the bottom of the pirogues leak. And again, it's a challenging environment.
So we're interested in actually what's in the water, the particulate phase, bits that you can see, if you like. We're also interested in the dissolve phase, so the things you can't see but often impart colour to the water. To separate out the water, we filter it through different types of membranes that we have with us. This is very similar to when you make coffee at home. You'd use a coffee filter and it keeps the coffee grains from the actual coffee itself. So you could say the coffee grains are like the particulates, the sediments that we have, and the coffee itself is the liquids that have the dissolved phase in them. Probably 1,000 times during this trip we jokingly said, what could possibly go wrong? Because anywhere you look there are potential roadblocks, but we got all the samples we wanted. And anybody in the world, if they looked at the samples, could see that these came from very different sorts of rivers. Some of them are crystal clear, just like the water you might get in a bottle of water in your bathtub, and other looks like the darkest tea you've ever seen. And what we're looking at are different dissolved organic carbon concentrations and forms of dissolved organic carbon. So it's really exciting just to see the contrast. We know so little about this region, really. Due to political factors, instability in the region, problems with logistics, the Congo has been historically undersampled. The work we're trying to do now and moving forward into the future is in many cases the first time these sort of studies have taken place in this region. And so really it's opening up a new frontier for science within Central Africa and fundamentally improving our knowledge of this region and hopefully the way these sorts of systems work and their relevance to the wider world. Voilà. Nous avons suivi. Donc, pour les Occidentaux, pour eux, voler les bois au Congo, le bassin du Congo, c'est magnifique. Et ils se disent que le bassin du Congo, c'est à eux. Hein? Ils se disent que c'est à eux. Ah bon? Donc les Occidentaux, 666 spécialistes dans le vol, ils se disent que le Congo, le bassin du Congo, c'est à eux. Ah bon? C'est à vous. Non, c'est pas à vous. Le bassin du Congo, c'est au peuple africain. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Non. Donc les Occidentaux, 666. Et les Chinois, grands voleurs de nos forêts. Oui, de nos arbres. C'est des grands voleurs. Mais est-ce que le peuple africain peut aller à Paris, dans des provinces, et couper le bois? Non. Mais tu essayes, la police va venir, les CRS, tout. Non. Donc ce qui n'est pas bien chez eux, ils vont le faire chez les autres. Voilà. Après, ils disent pays de droits de l'homme. Ils disent liberté, égalité, fraternité. Enfoirés de merde. Allez voler nos bois, allez voler nos richesses en Afrique. Mais vous êtes des enfoirés de merde. Hein? Nous allons suivre le bassin du Congo. Hein? Le bassin du Congo, c'est chez moi. C'est chez moi. Hein? L'Afrique. Et nous allons suivre le bassin du Congo. En danger. A world where creatures at home in shadow are inexorably drawn to the light. Indistinct shapes become the forest elephant, the lowland gorilla, the rarely seen Sitatunga. Upon entering here, they are transformed, cavorting freely as they do nowhere else. Their spectacle was secret until now. Why do they come? Does something draw them here? How do they know the way? As if heeding an irresistible call, their
magical pilgrimage leads here. To an island in the African forest. In a place called Odzala. Dark, dense, and seemingly endless, it may be one of the most untamed forests on Earth. Great rainforests once covered huge tracts of Africa. Though much of the green expanse is now gone, human footprints are still rare here. Recently, satellite cameras exposed a well-hidden secret. Distinct clearings buried deep within the forest. How did they get here? Who or what made them? These strange islands are located in a northwest corner of the Republic of Congo, where an expanse of lush vegetation makes up Odzala National Park. The clearings are open amphitheaters filled with the rhythms and music of life. The muffled drumbeat of elephant feet accompanies the dawn. They are often among the first to arrive each day. Their massive bulk tramples the earth, forging paths to their special destination. Other animals take advantage of the trails, but few are foolish enough to challenge the elephant's right of way. Though Westerners were unaware of these clearings, local people call them bais. A sixth sense seems to guide the elephants to this place, sometimes from many miles away. They head straight to the pools at the heart of the Bai. Please. It's not the water they seek, but something special hidden beneath it. You want to relax? Using their trunks Come with there, practice, come there, you pray and you the sing. elephants probe the I want to pools of listen water to you sing. to find the treasure they seek. They come to the same spots, in silence, time and again. Yeah? What are they after? No. What riches lie at the bottom of these pools? Several family groups are here. They said no more. The Bai is a favorite meeting place. Sensitive trunks seek out familiar smells. And distinguish friend from foe.
In the dim morning light, other creatures cautiously approach the Bai. It's a group of western lowland gorillas. A large male sports a waistcoat of white hair, symbol of his dominance. At more than 300 pounds, this silverback rules a harem of unrelated females and family members. On any given day, several groups may share the Bai in peace. But the equilibrium is fragile here and easily upset. This morning, a young solitary male is also on the scene. He swaggers in, perhaps for a drink and a bite to eat. But to him, the Bai is also an attractive singles bar. A place where he can eye the market of potential mates. The young females give him the once-over. And he conducts himself with style, casually moving to an even better vantage point. A dominant silverback has enormous responsibilities, looking out for the welfare of his group. His family relies on him for guidance, for leadership, for protection. Any challenge to a silverback's authority is a potential threat to the stability of his family. This one tries to ignore the intruder in their midst. But how long can he hold out? With a rush of confidence, the single male dances across the Bai, creating a spectacle. The silverback has seen enough. They silently but aggressively face off. Far outmatched, the young male turns tail and runs. Calm restored, the Bai returns to its more peaceful state.